Euh, tout le monde a remercié tout le monde, donc merci à tous d'être venus. Mais surtout en moins d'une semaine, je suis vraiment très impressionné. J'espère que je vais être à la hauteur maintenant de vos attentes parce que c'est inattendu. Mais donc ce que j'ai proposé à Geneviève et donc à vous, c'est de partager un peu quelques idées, une conversation autour de l'importance des réseaux sociaux. Et je voulais le faire. Alors, on va essayer de le faire de manière interactive. Je vais essayer de m'arrêter 20 minutes avant 10h, un quart d'heure avant 10h pour qu'on puisse avoir une conversation. Et c'est une présentation que j'ai présentée à San Francisco, à AdTech, avec des marques et des agences. Et je sais que vous êtes en grande majorité aussi des marques et des agences, donc ça me fait très plaisir. Parce que ce n'est pas forcément mon public ou les personnes avec lesquelles j'interagis le plus, étant basé à San Francisco. Je m'appelle Loïc et je fais deux choses. J'ai une conférence qui s'appelle Le Web, qui est organisée avec mon épouse Géraldine qui est là, et qui regroupe 2500 personnes tous les ans à Paris, cette année aussi, en décembre. Et puis Sismic, qui est un agrégateur de réseaux sociaux, qui est un logiciel et qui vous permet de gérer votre présence dessus. Je suis basé à San Francisco. Alors, sur ce phénomène, les marques, évidemment, souhaitent toutes avoir une relation qui soit pérenne et qui soit une relation de confiance avec des millions de personnes depuis que la communication existe. Et c'était relativement facile jusque-là, puisque vous pouviez... c'est toujours très intéressant de le dire chez TF1, mais vous pouviez, avec relativement peu de supports et de sources, toucher beaucoup de personnes, notamment avec les grandes messes comme le 20h, et de plus en plus, c'est difficile. Alors avant de passer ça, vous aviez aussi le contrôle. Qu'est-ce qui a vu ce film là, que je sache s'il faut que je le montre ou pas? Bon, ça va. Ouais, j'ai traduit ça vite fait hier soir. Mais les gens avaient le contrôle, et j'aime bien le passer parce que même s'il n'est pas nouveau, d'abord il est pas mal d'actualité encore, mais ce qui est très intéressant avec ce film, donc pour ceux d'entre vous qui sont un peu sur Internet, vous savez que les parodies donc, de ce film sont, je vais le mettre en entier, je ne vais pas le passer en entier puisque vous l'avez vu. Je vais mettre plus fort. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Il est d'actu parce qu'ils n'ont pas laissé entrer les Gizmodo à la keynote hier. Merci Geneviève, qui a quand même fait un super boulot de couverture. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Sie waren Befehl zu widerstanden! Mein Befehl angekommen. Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generation! Donc vous connaissez, donc si vous ne connaissez pas, c'est une parodie très classique de ce film, La Chute. Qui est ressorti à chaque fois qu'il y a un peu d'actu techno. Donc la dernière fois, c'était pour le rachat de FriendFeed par Facebook pour 50 millions de dollars. Et ici, ce que je veux dire par là, c'est que les films Constantin ont essayé, donc ont poursuivi et ont notamment réussi sur YouTube et pas mal d'autres sites sur Internet à faire supprimer la vidéo. Et là, c'est une des rares sources d'ailleurs sur lesquelles on peut encore le trouver en ligne, parce que si vous cherchez sur YouTube, vous ne le trouverez pas. Et ce contrôle-là n'existe plus, parce que même si YouTube l'a supprimé, vous le trouverez encore partout. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ces studios font une énorme erreur en faisant ça, même s'ils font valoir leurs droits,
parce que c'est d'une viralité absolument incroyable. Les tweets et les partages sur Facebook et sur d'autres réseaux autour de ce film sont incroyables. En fait, on se marre tous à chaque fois qu'il y a une parodie, à chaque fois qu'il y a un peu d'actu autour d'une actualité techno et qu'il y a quelqu'un qui fait une parodie de cette manière-là. Ce que je veux dire par là, c'est que ce contrôle qui n'existe plus vraiment, puisque le film est toujours en ligne, c'est surtout pas vraiment pas idéal de la part du studio de faire ça, parce qu'il se coupe de la meilleure communication possible autour du film. C'est devenu de plus en plus difficile donc d'avoir le contrôle, on le voit avec ce film, c'est devenu de plus en plus difficile de toucher un carrefour d'audience avec l'audience qui est de plus en plus morcelée, mais qui est de plus en plus aussi morcelée sur les supports. Puisque si vous êtes éditeur, comme moi, de logiciels, pas de contenu, mais c'est à peu près la même chose dans ce cas-là, vous devez être sur Mac, sur PC, mais aussi sur iPhone, sur iPad. Vous devez avoir une application Android, une application BlackBerry, Nokia, Windows Phone, et ainsi de suite. On continue, j'ai arrêté là. C'est un cauchemar. Cauchemar. Parce que vous êtes obligé de, malgré ce que dit Steve Jobs, je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode, donc il a interdit Flash sur l'iPhone et l'iPad. Malgré ce que dit Steve Jobs, je ne veux pas d'intermédiaire entre le développeur ou le créateur de contenu et l'utilisateur de l'iPhone. En réalité, pour nous, c'est un vrai casse-tête parce que le fait de devoir coder en natif, c'est-à-dire de créer des applications pour chacune de ces plateformes, vous devez avoir ou une agence qui connaisse ou un sous-traitant qui connaît à chaque fois des plateformes différentes. Et donc, c'est très difficile. C'est plus télé, presse, radio, mais c'est non seulement des supports différents, mais aussi une manière de créer le contenu totalement différente. On ne consomme pas du tout le contenu sur un iPad de la même manière qu'on le consomme sur un iPhone, sur le web ou sur une application sur votre PC. Et ça, c'est vraiment compliqué. Le mobile, c'est un cauchemar au niveau du nombre de plateformes, mais il n'empêche qu'il est en train de dépasser le PC en termes de nombre d'utilisateurs. Vous voyez ici des slides qui sont pas mal baladés de Morgan Stanley aussi, qui montrent qu'à partir de 2009, 2010, en 2013, vous allez avoir le trafic mobile sur Internet va être largement au-dessus du trafic desktop sur Internet. Et si vous voulez vous en le constater de vos propres yeux, allez au Japon. J'y étais il y a 15 jours, invité par SoftBank. Et quand vous leur parlez de quoi que ce soit qui n'est pas mobile, ils s'en fichent complètement. Nous, on a plein d'applications sur desktop, sur le web. Et je faisais mes démos, j'ai eu 4 ou 5 rendez-vous là-bas avec des opérateurs et avec des marques aussi. Et ils tournent la tête, ils s'en fichent complètement. Par contre, si vous leur parlez évidemment de leur plateforme mobile japonaise, mais aussi de iPhone ou Android, là tout d'un coup, et iPad, ils se réveillent. Et donc c'est vrai que vous voyez les gens travailler d'abord, par exemple tweeter ou partager sur Facebook, ils prennent leur mobile même s'ils sont en face de leur PC. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et c'est un phénomène de masse qui demande un travail mental assez important, en tout cas pour moi, je dois vieillir, je ne sais pas, mais de vous dire que votre priorité c'est d'abord le mobile et le reste on s'en fiche. C'est dur, enfin en tout cas pour moi, de vous dire on va créer d'abord pour le mobile, moi je veux que 2/3 de mon entreprise soient concentrés sur le mobile. Et que finalement le web et le desktop, donc les applications, soient accessoires. Alors que, comme Oriane, j'ai grandi depuis 1996 avec l'idée en tête d'abord qu'on commençait par un site web, et puis des campagnes, et puis on faisait la promotion sur le web. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et vous avez donc, j'ai eu la chance de participer à une conférence qui s'appelle D, qui est la conférence du Wall Street Journal à côté de Los Angeles il y a quelques jours, il y a 3-4 jours. Avec Steve Jobs en personne, grand moment personnel que de le voir. J'ai pensé que j'allais être impressionné, mais j'étais beaucoup plus impressionné que ce que je pensais allait être impressionné. Et qui a dit, le PC sont des camions. Vont devenir des camions. Et quand il dit PC, il entend les Mac aussi. C'est-à-dire le PC tel que vous le connaissez, le portable ou votre ordinateur de bureau, mais aussi les MacBooks. Et il a comparé en fait l'évolution de l'informatique au début des marchés automobiles, ou au début du marché automobile, pour des raisons de coût, de production et de pratique, il y avait surtout des camions, parce que c'était pratique et utilitaire, et il n'y avait pas évidemment l'accès à des voitures, des automobiles particulières aussi pratiques qu'on peut les connaître aujourd'hui. Et donc sa comparaison avec les camions est assez intéressante, parce qu'en gros, il est en train de vous expliquer que
L'interface principale avec laquelle on va interagir avec un ordinateur n'aura pas de clavier. Ce sera du multitouch comme sur l'iPad et l'iPhone. Et quelques heures après, vous avez Steve Ballmer, le patron de Microsoft, qui est venu évidemment répondre tout de suite, s'est empressé de dire que s'il pensait que les Mac pourraient, eux, devenir des camions, il ne pensait pas que ce serait le cas avec le PC. Donc c'était un débat assez animé, mais ça pose quand même une vraie question. Moi, je ne sais pas si vous... Combien dans la salle ont acheté un iPad ? Ou ont un iPad en une semaine ici, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez essayé de vraiment être à plein temps dessus pendant une semaine. Moi, j'ai essayé. Par exemple, pour faire une présentation comme ça, ce n'est pas forcément idéal. Mais je crois qu'il a raison sur le fait que on est plus... Sur sa démonstration, c'était de dire on est beaucoup plus en phase de consommation de l'information, plus que de la création de contenu. C'est moins de 5% de l'utilisation d'un ordinateur. Quand vous créez un mail, c'est vrai que des présentations comme ça ou des mails où vous allez vraiment avoir quelque chose à écrire, c'est la minorité. Et donc, baladez-vous avec un clavier Bluetooth, dit-il, et il n'y a pas de problème, quand vous avez besoin du clavier, vous le prenez. Je ne sais pas s'il a raison, il y a une chose qui est certaine, c'est que tout est en train de devenir mobile. Et je pense que c'est plus ça probablement que la disparition du clavier. Mais on va voir. Microsoft a aussi fait une démo très impressionnante de ce qu'ils appellent le Project Natal, où vous interagissez avec votre corps. Donc vous êtes, je vais prendre ce micro-là, vous êtes avec, ils vont sortir ça cette année, vous êtes devant votre télé et vous avez un capteur, comme vous avez peut-être vu sur certaines consoles, c'est très limité, mais là c'était très impressionnant, où vous jouez dans le jeu, l'interface machine, c'est vous. Donc ils ont fait une démo d'un des tout premiers jeux qui fonctionne comme ça, où votre corps contrôle réellement un avatar dans lequel vous êtes dans le jeu et vous n'avez plus aucune interface. Donc je pense que ça c'est assez intéressant, la manière dont on change nos interactions avec les ordinateurs et les PC, mais surtout évidemment le mobile. Prochaine plateforme qui arrive, et là aussi toujours marrant de le dire, merci à Téléphone de m'héberger et d'être partenaire aussi sur ma conférence, mais il y a un média, il y a un support qui n'a pas vraiment changé en fait depuis le début du web, ou presque assez peu en fait, c'est la télé. Et je pense que c'est assez difficile de savoir ce qui va se produire, mais j'ai pris l'exemple, c'est juste un exemple de Google, mais si vous y pensez, Google à Google I.O., leur conférence développeurs avec 6000 développeurs dans la salle il y a 4 semaines, ont annoncé l'arrivée de la Google TV. Et la Google TV, c'est une boîte, comme les décodeurs actuels ou les interfaces actuelles, mais qui a une particularité, c'est qu'elle est sous Android. Et donc, ça veut dire que tout ce que vous créez, tout le contenu que vous créez, si vous êtes un développeur qui fait ça le soir, ou si vous êtes Orange et que vous le faites de manière professionnelle, va pouvoir aller sur des téléphones, mais aussi sur la télévision. Et même chose chez Apple, c'est aussi totalement nouveau. Il y avait la Apple Télé qui n'a pas vraiment décollé, moi j'en ai une, mais c'est pas, ça vous permet en gros de visionner des films, entre autres, mais ce n'est pas une plateforme de développement. Ce qui est nouveau, c'est qu'une application iPhone, si vous la faites pour l'iPhone aujourd'hui, elle va marcher aussi sur l'iPad avec un certain nombre d'efforts quand même. Et ensuite, je parle en connaissance de cause, et ensuite sur la télé, sur l'Apple Télé. Et puis j'imagine, bien sûr, j'en sais rien, mais que Microsoft, ayant une interface Xbox qui permet aussi de développer bien sûr dessus, va arriver avec sa technologie. Donc si vous y réfléchissez une seconde, il va se produire la même chose qui s'est produit dans le marché des téléphones, des smartphones, dans la télé. Alors après, il faut, je pense, rester froid avec ça parce que moi-même j'avais investi dans Juice par exemple et ce n'est pas le meilleur investissement que j'ai pu réaliser. Et donc l'annonce de la fin de la télé telle qu'on la connaît, je suis très très prudent par rapport à ça. Mais là, ce qui est nouveau quand même, c'est qu'un développeur lambda va pouvoir créer une appli qui, sans aucune validation, va pouvoir aller sur ces plateformes-là. Donc la télévision va changer complètement. Vous allez pouvoir avoir toute une série d'applications, comme les 200 000 applications iPhone, sur votre télé. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais je pense que ça va être vraiment passionnant. Alors la publicité dans tout ça, ça fait un moment qu'on se demande aussi quels vont être les différents formats. Il y en a pas mal dans la salle que je reconnais, avec lesquels on avait lancé l'IAB en France en 96 ou 97. Moi j'ai le sentiment maintenant
que c'est la même chose, il faut réinventer d'une certaine manière les formats de publicité. Parce qu'on est dans un monde qui est totalement différent. Je vais vous en parler en partageant avec vous un peu ce que fait Twitter, notamment dans ce domaine. Mais je crois qu'on passe vraiment dans un monde dans lequel vous aviez l'affichage, les bannières et autres formats, bien sûr, les clics. Et là, aujourd'hui, on est dans l'engagement, l'interaction avec les gens. Comment vous mesurez ça? C'est pas facile. Est-ce que les formats vont rester tels quels? C'est pas certain. En tout cas, il y a une tendance auprès de certains de mes amis startups, comme Tumblr, de sites qui disent « nous, on ne prendra jamais de pub ». On ne veut plus de pub. Et donc, vous avez là le créateur de Tumblr qui dit qu'il est très opposé à la publicité. Il fait la couverture du LA Times avec ça. Ou de techno en tout cas. Et il y en a pas mal. Il y a pas mal de sites qui ont tendance à essayer de rejeter. Et c'est pas facile parce qu'il faut quand même qu'ils trouvent un modèle économique évidemment qui leur permette de tenir. Si vous regardez l'utilisation des réseaux sociaux maintenant, donc le phénomène publicitaire jusqu'ici avec un format qui, je pense, va pas mal évoluer, un certain rejet. Par ailleurs, vous avez donc sur les réseaux sociaux, depuis 2007, les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur le courrier électronique. Quand vous y pensez, ça fait quand même beaucoup de... C'est quand même surprenant, y compris en entreprise. Mais parfois pour des raisons professionnelles. En tout cas, me concernant, j'ai essayé d'en faire un métier, comme ça, je n'avais pas le problème de perdre du temps ou pas. Mais vous avez 1 milliard de personnes. Ces slides, vous les trouvez. Alors, j'ai envoyé sur Internet mes slides, je vais les mettre sur mon blog. Ils sont sur SlideShare. Pardon? Oui, voilà. Mais vous pouvez aussi les trouver, ces slides, vous cherchez Morgan Stanley, vous allez les trouver, ils sont assez intéressants. 1 milliard de personnes qui utilisent les réseaux sociaux et 50% de temps passé en plus chaque année sur les réseaux sociaux. Avec ici, c'était surtout ici ce que j'ai essayé de montrer à mes amis américains, c'est qu'il n'y avait pas que Twitter, MySpace et Facebook, et qu'il y avait aussi Skyblog et Viadeo, et souvent ils ne prennent pas trop en compte ou Skyrock qui a fait 10% de croissance, c'est en filigrane dessous, vous ne pouvez pas trop le voir, ou Mixi au Japon. Mais c'est vrai que les Américains ont tendance à voir le monde sur leur propre site à eux, bien sûr. En tout cas, c'est un phénomène de masse, avec des investissements qui suivent naturellement sur les réseaux sociaux, et donc un investissement massif, en tout cas aux États-Unis, sur ces réseaux-là. Le réseau social en plus forte croissance, pas en France, j'en sais rien, dites-moi, je ne sais pas, mais en tout cas dans le monde, c'est Twitter, avec plus de 50, ça c'est déjà un mois ou deux, mais 55 millions de tweets envoyés chaque jour, et puis une croissance colossale. Donc comme vous le voyez, en termes de nombre de recherches, mais aussi en termes de croissance. Alors pourquoi? Parce que d'un côté, Facebook... Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi en France, Twitter est aussi petit que ça. Et je pense que ce qui s'est produit, c'est que Twitter a explosé sur le fait que Twitter est public. Donc quand vous écrivez sur Twitter, par défaut, c'est public. Vous pouvez le faire en privé, mais par défaut, c'est public. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en réaction à cette croissance de Twitter, Facebook s'est complètement réinventé d'une part, en essayant de faire en sorte que vos mises à jour soient de plus en plus publiques, avec toutes les polémiques récentes, y compris à nouveau il y a 3 jours à cette conférence où vous avez Mark Zuckerberg qui a dû enlever sa veste dans la salle tellement il a eu chaud, ce qui coulait de partout, le pauvre, quand il a été attaqué sur ses... Vous aviez Walt Mossberg et Kara Swisher qui l'ont interrogé sur la confidentialité des infos en lui disant « Mais pourquoi tu as changé je m'excuse, pourquoi tu as changé les réglages du profil Facebook des gens sans leur demander leur avis ?» Et à chaque fois, il répondait à côté. Mais en gros, parce que c'était pour la croissance de Facebook. Et puis, moi, en tout cas, mon interprétation, c'est que Twitter a créé un challenge énorme à Facebook en devenant une source d'information. Facebook est fantastique, 500 millions d'utilisateurs. Mais c'est beaucoup moins une source d'information. C'est-à-dire quand vous avez un avion qui se crache dans le Hudson River près de New York, c'est sur Twitter que ça se passe.
quand vous êtes dans une conférence comme à South by Southwest, les gens se donnent rendez-vous entre eux sur Twitter. Pourquoi? Parce que c'est public. Donc comme c'est public, ça se propage, l'information se propage beaucoup plus vite que sur Facebook, où par défaut, il faut que je sois votre ami, ou il faut que vous soyez mon ami, pour être capable de lire ces mises à jour. Et donc, mon interprétation, je reviens sur le fait que ça n'explose pas, ça n'est pas encore explosé en France comme Facebook, c'est que quand Facebook a explosé en France, il était déjà modifié. C'est-à-dire que l'interface de Facebook ressemblait déjà aux fameux mises à jour de statut et ressemblait beaucoup en fait à l'interface de Twitter. Et cette modification-là, tout le monde l'a oubliée, mais elle est assez récente en fait sur Facebook. Facebook ne ressemblait pas à ça avant. Et donc finalement, la France a décollé sur Facebook de cette manière-là, avant que Twitter arrive. Mais je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais c'est assez intéressant. En tout cas, le Twitter est en très forte croissance. Au Japon, c'est devenu un phénomène de société. Je crois qu'il y a le chiffre, je crois que c'est que 20% des tweets envoyés sont en japonais. Et nous, c'est le deuxième pays d'utilisation de mon entreprise Sismic. On a 10% de nos utilisateurs au Japon déjà. Et je pense que l'Europe va rattraper. Je ne vois pas trop pour quelle raison ce ne serait pas le cas. Alors, revenons sur la publicité. Donc Dick Costolo, le CEO de Twitter, a annoncé à sa conférence Chirp il y a un mois à peu près, que les tweets, donc ils ont annoncé que leur modèle économique ce serait la publicité, et que en revanche les tweets seront promus donc sur des recherches. Quand vous cherchez quelque chose, vous allez avoir, c'est classique, une publicité qui apparaît. La particularité de Twitter, c'est qu'ils ont dit si votre campagne ne résonne pas, on va parler de ce que c'est que la résonance, vous ne serez plus affiché sur Twitter. C'est-à-dire qu'en gros, non seulement il faut que vous payiez, mais en plus que votre marque soit cool et qu'on en parle. Pas sûr que ça marche, hein. Je vous retransmets, je fais que le messager là. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que vous avez le droit d'acheter une première fois une campagne, ça va s'afficher dans les résultats de recherche de Twitter. Si les tweets ne résonnent pas, ils vont disparaître, on va les enlever. Et donc raisonner, pour eux, ça veut dire, il y a 5 critères qu'il a cités. Le premier, c'est le partage, donc le fameux retweet, est-ce que ça se propage? Le deuxième, c'est est-ce que les gens interagissent avec, donc est-ce qu'ils vont faire une mention, une réponse sur Twitter? Est-ce que vous avez en fait quoi que ce soit qui se passe avec le contenu publicitaire ou pas? Et donc ça a l'air de rien, mais si vous y pensez, vous vous dites, c'est facile, il suffit d'avoir des followers. Il suffit d'avoir des gens qui vous suivent suffisamment pour que votre publicité résonne. Donc je vais d'abord, pour m'assurer que ma campagne marche, je vais d'abord faire en sorte d'être suivi sur Twitter. Et donc, c'est facile, vous pouvez les acheter. Donc ça, c'est un site que j'aime bien, moi. Vous pouvez acheter 10 000 followers pour 300 €. Et vous pouvez acheter 10 000 fans Facebook pour 900 €, c'est un peu plus cher. Et donc je vais vous montrer le site en question, parce qu'elle est vraiment mignonne. Voilà, vous allez voir. Here at U-Social, we know the secrets to making you an overnight rock star on Twitter. Without any effort, we will deliver you anywhere up to 100,000 targeted real followers who respond immediately to your marketing commands. Once you use our Twitter services, you realize there's no better way to boost your social media presence and increase your business's online income. Why wait? Why wait? Place your order of real Twitter followers now before your online competitor gets the edge on you. Dépêchez-vous parce que vos concurrents, ça va être pareil. Et alors, si vous revenez, c'est extraordinaire parce que vous pouvez acheter alors, le Facebook Marketing Service. Regardez, on a la même chose pour Facebook maintenant. Elle va arriver, regardez, elle est cool, la petite pub là en bas. Moi, j'aime bien. Voilà. There are billions of dollars to be made marketing your business on Facebook. That is, if you know the key to accessing those riches. With U-Social's Facebook marketing services, you'll get guaranteed and highly targeted fans. Voilà, donc vous pouvez avoir des fans, et puis on continue, hein, ils font la même chose sur YouTube, ce que vous voulez. J'ai presque honte de leur faire de la pub en les mettant dans ma présentation là, mais c'est juste pour vous partager avec vous le fait qu'il ne faut pas être obsédé par le nombre de followers ou de fans.
et vous me regardez en disant mais non, bien sûr que non, mais en fait la plupart des gens regardent ça évidemment parce que c'est un des critères, peut-être il y a deux choses, c'est un des critères de succès qui est facile à voir et la deuxième c'est que c'est l'ego quand c'est vous personnellement. Moi jamais par exemple, hein, ça m'arrive pas. Mais vous avez ce que je veux montrer là, c'est que surtout quand vous voyez un nombre de followers, ne soyez pas impressionnés. Parce que certains l'achètent, d'autres ont été featured sur Twitter, en France d'ailleurs. Hein. Il y a Twitter France, quand ils l'ont lancé, il y a eu un nombre d'utilisateurs qui ont été mis en avant et qui se retrouvent avec 50, 100 000 aux États-Unis, 1, 2, 3 millions, 4 millions de personnes qui les suivent. Et puis on retrouve ça dans les cas de marketing. Et c'est que du pipeau. Parce que c'est soit ça, pas dans ce cas-là, soit c'est des robots. Comment ils font, eux, en fait? Eux, ils s'inscrivent dans des sites qui auto-follow. Ne faites jamais ça. Ça va booster votre nombre. Vous pouvez aller sur un site qui va vous faire en sorte de... Dès que vous suivez quelqu'un, en fait, il vous suit automatiquement. Enfin, vous le suivez automatiquement. Dès que quelqu'un vous suit, ça le suit automatiquement. Excusez-moi, je me réveille. Mais et ce qui est très mauvais, c'est que vous allez vous retrouver avec des tas de messages privés. Quand vous suivez, on peut vous envoyer un direct message. Et donc vous allez vous retrouver avec toute une tonne. Moi, je l'ai fait, hein, cette erreur-là, pour voir. J'ai essayé plein de trucs. Après, j'ai dû enlever 40 000 personnes parce que je recevais un robot toutes les minutes qui me balançait un truc horrible. Donc ne faites pas ça, mais c'est comme ça qu'ils font. C'est qu'en fait, ils gonflent le nombre par des gens qui sont absolument pas, qui sont des robots ou qui sont des faux comptes. Vous allez voir aussi, si vous servez un peu de Twitter, vous avez des gens qui vous suivent tous les jours. Tous les jours, ils vous suivent et ils vous désuivent. Juste pour que vous ayez le mail, machin vous suit sur Twitter. Donc c'est aussi une technique assez mal intentionnée. Et donc, vous voyez mon propos, ne regardez pas le nombre de followers. N'achetez pas de fans sur Facebook. Parce que sur Facebook, vous savez, c'est exactement le même principe. Vous allez acheter, je connais des marques qui l'ont fait, avec des budgets conséquents, acheter des fans. Donc soit vous faites des concours, soit il y a tout un tas de séries de méthodes pour acheter des fans sur Facebook. Si vous le faites, ces fans-là, vous allez les perdre après. Parce qu'à chaque fois que vous allez partager quelque chose, votre message va s'afficher dans leur flux Facebook et ils vont soit vous enlever comme fan ou ils vont vous cacher, mute. Et donc ça ne sert pas à grand-chose en fait. Mais c'est difficile parce que c'est vrai que c'est une manière de mesurer le succès qui est assez évidente. Donc regardez plutôt les interactions. C'est-à-dire les gens qui vous répondent. Alors, si vous revenez sur Dick Costolo qui dit « Une marque dont on ne parle pas ne pourra pas annoncer sur Twitter ». Quand même, moi je me suis arrêté là-dessus. J'ai commencé cette présentation en me disant quand même, ils abusent. Eh bien, si vous êtes une marque de papier toilette, parce que je n'ai rien contre les marques de papier toilette, absolument rien, mais j'en parle pas tous les jours sur mon Twitter, eh bien vous n'allez pas pouvoir annoncer parce qu'on ne parle pas de vous. C'est quand même assez intéressant. Donc j'ai tweeté ça moi en disant mais quand même vous allez vous couper 80% des budgets, vous voulez des campagnes cool et des marques cool dont on parle. Et donc j'ai dit bon. Et Evan Williams, le patron de Twitter, m'a répondu, vous avez le tweet là, il dit oui c'est vrai, en gros les marques dont on ne parle pas, ça ne nous intéresse pas, ça va mieux marcher pour les sociétés pour lesquelles Twitter marche bien en général. En gros je m'en fous, j'en veux pas. On va voir, hein. Mais ça c'est quand même un fondement du modèle économique de Twitter qui paraît intéressant. Alors je me suis demandé, l'étape d'après, en me disant bon ok, si c'est le patron lui-même qui dit moi si tu es une marque de papier toilette, je veux pas de toi, sauf si on parle de toi, je me suis demandé ce que c'était qu'une marque dont on parle sur Twitter. Et j'ai trouvé ça, j'aime bien, mais c'est un chariot de crème brûlée qui se balade à San Francisco. Il faudrait que je mette à jour mon slide d'ailleurs. J'allais voir avec vous, on va laisser tomber la petite YouSocial là. Mais si vous faites twitter.com/crème brûlée. Ah oui, j'ai pas le bon. Bon, je vais pas pouvoir le. Voilà. J'ai un AZERTY sur du QWERTY, bref. Voilà, 11 000 followers. On ne parle pas de nombre de followers, mais quand même. Vous avez ici une personne qui se balade avec un chariot de crème brûlée à San Francisco
Et ce qu'il dit, si vous cherchez, il vous dit je serai sur 16th et Guerrero, donc à l'angle de ces deux rues-là, à 16h, et vous pouvez venir manger des crèmes brûlées. D'ailleurs, je vous le jette, comme idée sur Paris. Moi, je trouve que ça serait, j'ai pas entendu ça, mais à San Francisco, ça décolle, et en Californie, vous avez aussi la même chose pour le barbecue coréen. Vous avez la même chose pour toute une série de bouffes. Et en fait, les gens suivent sur Twitter. Ils ont une alerte, donc ils vous suivent, et vous vous dites, bah oui, 16h, tiens, je vais aller manger une petite crème brûlée. Les gens descendent dans la rue, et vous avez parfois littéralement 300 personnes qui font la queue pour acheter une crème brûlée. Et donc, cette petite PME-là, un Gus avec un chariot, il a 11 000 followers sur Twitter. Et ça, c'est en général des vrais, hein, c'est vraiment des gens accros. À tel point que la police a débarqué, parce que vous devez payer une taxe à San Francisco, vous ne pouvez pas vendre des trucs dans la rue comme ça. J'imagine ici c'est la même chose, c'est comme les camions pizza. Et donc il a dû créer un compte, si vous le suivez, vous n'aurez plus les adresses maintenant, et vous allez avoir un compte privé pour suivre, pour pas que la police trouve. Donc il y a un autre compte où ils envoient par direct message l'adresse. Mais vous allez me dire, c'est vieux comme le monde, hein, ce truc-là, parce que c'est vieux comme les flash mobs. L'Internet, c'est pas nouveau du tout. Mais à la mode Twitter, c'est incroyable. Vous avez des photos, si vous cherchez, c'est Kogi Barbecue, K-O-G-I BBQ. Il y a parfois 300-400 personnes qui font la queue pour acheter du barbecue coréen. Et c'est le flash mob bouffe. Alors ça, c'est une marque pour laquelle Twitter marche parfaitement et qui est même très impressionnant puisqu'il fait tout son business comme ça, sans aucune communication. Les meilleures marques aux États-Unis, c'est évidemment Zappos, je vous recommande absolument son bouquin, j'ai un slide là-dessus, Tony Sier, qui font du service en fait, c'est Best Buy qui est le Fnac en gros américain, ou Ford. Donc l'exemple de Ford ici, ils ont prêté une voiture pendant 6 mois avec l'assurance et l'essence, donc très généreux, à toute une série d'influenceurs que vous voyez là attablés. Il y a la même chose en France, hein, je ne suis pas en train de vous dire, je sais très bien. Mais disons que Ford a une réputation d'être cool. Je pense que c'est une bonne manière de faire que d'être très ouvert, d'échantillonner le produit, de trouver ces influenceurs évidemment, qui correspondent à vos critères. Il y a un service qui s'appelle Cloud qui est pas mal pour ça, mais il y a toute une série bien sûr. Et ensuite, de les inviter à essayer les produits, d'écouter, vous allez me dire rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'elles font du service client en ligne. Je reviens sur Red Bull dans 2 secondes. Mais vous avez ici Comcast, qui est le câble local américain. Et moi, j'ai essayé parce que mon Internet ne marchait plus chez moi. Je n'ai pas essayé volontairement, mais j'ai en gros râlé sur Twitter parce que j'avais plus d'Internet chez moi, un dimanche à 11h du soir. Et vous avez le patron du support technique de Comcast qui répond un dimanche à 11h du soir en disant on va t'aider. Ils m'ont débrouillé mon truc, peu importe. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est d'avoir un contact public sur Internet qui n'est pas possible particulièrement avec Facebook parce que tout est public à nouveau. Donc c'est une sorte de bain d'acide sulfurique dans lesquels sont trempées les marques parce que le bouche à oreille, n'a jamais été aussi public. Si je reviens sur le phénomène des blogs qui, comme certains d'entre vous le savent, me plaisait particulièrement à l'époque, j'ai échoué parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus grand public que ça l'est maintenant. Ça n'est pas grand public, les blogs. Il y a assez peu, finalement, de blogueurs quotidiens qui le font de manière approfondie. Je vois des gens qui me regardent méchamment. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde ne le fait pas. Ce n'est pas les 500 millions de Facebook. Là, ce qui est nouveau, c'est que n'importe qui peut envoyer un message de 140 caractères ou un message sur Facebook. Et donc, c'est le même phénomène que la transparence rendue par les blogs, mais très facile à utiliser. Justement, il n'y a pas besoin de créer un blog, n'importe qui peut partager. Twitter en public d'abord, et de plus en plus Facebook, puisque maintenant, sur Facebook, de plus en plus, les infos sont publiques quand vous décidez de les rendre publiques. Quand même s'ils vous encouragent à le faire. Il faut que vous le fassiez vous-même. Et donc, il y a un nouveau métier. Je discutais avec quelqu'un avant de rentrer, qu'on appelle, nous, là-bas, community evangelist, les évangélistes communautaires. Ici, c'est plus community manager. Moi, je préfère évangéliste parce qu'on ne manage pas vraiment une communauté. C'est-à-dire que les gens ont tendance à s'auto-manager, vous faites ce que vous pouvez avec votre marque. Et ces marques-là, dont j'ai pris l'exemple ici, le font toutes. À tel point que sur Best Buy, ils ont carrément formé toute l'entreprise.
C'est-à-dire que soit vous faites rien, et on ne parle pas du tout de votre marque sur Twitter, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, ça veut dire que vous n'êtes pas une marque conversationnelle et que les gens n'en parlent pas. Mais ça peut être aussi un produit dont on ne parle pas forcément, comme une marque de dentifrice, pour changer mon exemple. Et dans ce cas-là, c'est plus difficile. Mais si on parle de vous, c'est une bonne nouvelle, même en négatif, je pense, parce que ça veut dire que les gens s'y intéressent, et là, il faut leur répondre. Et donc, première étape, c'est de gérer ces réponses en leur répondant en lisant, d'abord. Donc, vous allez sur search.twitter.com et vous cherchez ce qu'on dit sur vous. La deuxième, c'est de répondre, d'avoir une petite équipe qui répond sur Twitter. Nous, on est une trentaine de personnes, on a 3 personnes à temps plein qui ne fait que ça. C'est-à-dire 10% de ma masse salariale, de ma petite PME, qui ne fait que ça et on le fait 24 heures sur 24. Pour moi, c'est le meilleur investissement marketing qu'on peut faire. Parce qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui, comme moi avec Comcast, se plaint ou pose une question et on lui répond dans la minute sur Twitter, même à 3 heures du matin. Encore mieux si c'est le patron, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Mais moi, c'est un peu... je suis devenu complètement accro. C'est-à-dire que je passe mon temps à aller voir ce que les gens disent. On a une mention par minute en moyenne de Sismic, ma marque, sur Twitter. Et donc, je suis devenu complètement accro pour aller voir ce que les gens disent parce que quand vous leur répondez, ils sont ravis. Et même si c'est très négatif, moi je m'amuse à répondre quand je m'amuse. Ça m'embête qu'ils disent ça, mais certains sont très très violents et vous insultent. C'est marrant l'internet quand même. Et j'arrive tout souvent en leur répondant et on engage en général un dialogue assez intéressant. Et on le fait 24 heures sur 24. J'ai 2 personnes en Europe et une aux États-Unis qui font ça, donc y compris à 3 heures du matin. Et je vais en recruter une à Singapour pour réussir à avoir vraiment 24 heures sur 24. Franchement, ça coûte le même prix qu'une agence de RP. Et pour moi, c'est beaucoup plus... Non, c'est plus, c'est moins. C'est le même budget, c'est pas énorme, c'est ce que je veux dire. Bon, je vais ouvrir les questions, comme ça on va pouvoir discuter. Mais pour moi, c'est un excellent investissement. Je n'ai pas dit que vous devriez remplacer votre budget de RP, forcément, mais que vous devriez en tout cas considérer d'avoir un autre budget pour ça. En tout cas, à San Francisco, c'est un peu impossible de trouver des community evangelistes parce qu'ils sont en très très forte demande et les bons sont très recherchés. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent. Alors, vous avez ici l'exemple de Red Bull sur les promoted tweets. Et c'est pas mal, en fait. Vous savez, ils ont un programme d'envoyer quelqu'un qui va sauter de l'espace. Il y a quelqu'un de Red Bull dans la salle? Non, peut-être pas. Donc, ils vont envoyer qui va faire un saut en chute libre de l'espace. Sympa. Et ça s'appelle Stratos. Le problème, c'est que si vous cherchez sur Twitter Stratos, vous tombez sur un hôtel en Grèce qui balance n'importe quoi. Donc c'est du bruit, en fait. Et là, en fait, on trouve un bon exemple où les marques, finalement, se font une promo qui permet de les trouver donc en haut, quand vous cherchez, les trouver en haut, plutôt que le spam. Là, vous ne voyez pas, mais c'est que du spam, en gros, d'hôtels en Grèce. Donc c'est plutôt intéressant. Et ça marche plutôt pas mal. Cherchez Stratos, vous allez voir les pubs Red Bull. Autre phénomène, votre site est de moins en moins important, c'est-à-dire que vous avez quand même 3 phases de l'Internet, en tout cas c'est comme ça que je le vois. De 90 à 2000, en gros, votre site était au centre. On faisait tout sur son site Internet et on faisait tout pour amener du trafic à son site Internet. À partir de 2000, ça a été l'ère Google. C'est-à-dire que si vous vous rappelez, c'est peut-être probablement toujours le cas pour la plupart d'entre vous, pour moi, pour mon blog par exemple, vous aviez 90% du trafic il y a quelques années qui venait de Google. C'est-à-dire qu'au début, vous étiez chez vous tout seul. Ensuite, Google a apporté la grande majorité du trafic. Et puis, vous étiez dans un monde Google. Donc, on achète Google Analytics, on installe Google Analytics pour mesurer le trafic qui vient de Google. Et puis, pourquoi pas un peu de pub chez Google pour mesurer le trafic qui vient. Et on reste entièrement chez Google. Je pense qu'il y a une autre phase dans laquelle je suis un fan de Google et j'y ai beaucoup d'amis. Mais il y a une autre phase dans laquelle, pour la première fois, il y a un vrai challenge pour Google, qui sont les réseaux sociaux, parce que même si, malgré les tentatives de Google comme Orkut ou Google Buzz, pour l'instant, ils sont totalement absents, avec un vrai succès sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas sur nos sites, on a plus de 50% du trafic qui viennent de Facebook et Twitter. Alors après, c'est 30% Google et le reste, c'est direct, en gros. Mais c'est un vrai changement, si vous y réfléchissez. D'abord, on avait vraiment à nouveau, votre site était le centre. C'était oriennegarcia.com, parce qu'elle est là, donc et puis je suis un fan.
Et donc, vous allez sur le site. Ensuite, il fallait tout faire pour être sur Google. Et aujourd'hui, c'est encore une autre phase. Je n'ai pas dit que Google avait perdu cette bataille-là, parce qu'ils arrivent très très fort avec Buzz, je vais en reparler. Mais c'est quand même nouveau. Les réseaux sont au centre, donc les marques répondent. Voilà l'exemple de Best Buy ou de Kodak, qui sont très bien aux États-Unis sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un chart, je ne vais pas passer de temps dessus, mais en gros, vous voyez, vous partagez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Vous avez un outil qui vous permet de suivre ce qui se passe. Et derrière, une équipe de CRM finalement, hein, mais juste, c'est public, c'est ça qui est de nouveau. C'est que vous devez passer les RP, vous devez, si vous demandez à ces gens de poser trop de questions à chaque fois qu'ils doivent répondre à un tweet, la particularité, c'est que c'est en temps réel. Donc, si à chaque fois qu'une de ces personnes doit aller demander l'autorisation à quelqu'un pour savoir s'il peut répondre, vous cassez tout. Donc, vous devez leur laisser la capacité de répondre et ainsi de suite. À nouveau, les slides seront sur mon blog dans 1 heure ou 2. Ce que je vous recommande, c'est de regrouper en public aussi les suggestions des utilisateurs. Donc, nous, on a une mention par minute sur Sismic, sur Twitter. C'est impossible pour moi de lire tout ça. J'y arrive pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est un site, je peux vous montrer. C'est gratuit. Alors ça, c'est l'autre tendance, c'est que c'est gratuit. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire gratuitement, qui est donc feedback.sismic.com, voilà. Ça, c'est une petite start-up qui s'appelle User Voice. Et donc, le principe est tout bête. Les gens tapent ici en disant « voilà ce que je voudrais ». Ça, c'est sur notre appli iPhone. Et ensuite, donc tout, ça va des bugs aux suggestions. Et ensuite, les gens votent, comme sur Digg. Donc, ils votent. Donc là, par exemple, j'ai 102 personnes qui veulent qu'on rajoute un truc qui s'appelle Instapaper dans iPhone, dans notre application iPhone. Et on n'a pas mis ça en priorité. Donc, ça vous donne une idée de ce que les gens veulent le plus. Et ça, c'est assez intéressant. C'est en réel, les gens commentent, donc c'est très communautaire. Moi, j'appelle ça ma public roadmap, c'est-à-dire ce que les gens veulent en public de notre produit. Et évidemment, tous mes concurrents le voient aussi. Mais je vois aussi celle des concurrents. Donc, on est dans un monde qui est quand même assez extraordinaire, où ça ne sert plus grand-chose de cacher ce que vous allez faire, puisque ce qui est important, c'est d'être au cœur de savoir ce que les gens veulent, de les aider à le quantifier. Donc, vous voyez, si je veux savoir ce qu'ils veulent sur Android, je clique ici et je vais avoir, voilà, il y en a 217 qui veulent ça, ainsi de suite. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on va faire toujours tout ça, mais c'est une aide précieuse pour votre entreprise et votre marque de, 1, écouter ce que les gens disent, 2, regrouper le feedback. Ensuite, les gens sont extraordinaires parce qu'ils vont vous aider à le classer en fonction de leurs priorités. Et puis après, vous choisissez si vous les écoutez ou pas. Steve Jobs, par exemple, lui, n'écoute personne, mais ça ne l'empêche pas de créer l'iPhone et l'iPad. Donc le crowdsourcing a des limites quand même. C'est celle de votre innovation. Si vous faites que suivre ce que les gens vous suggèrent, ce n'est pas forcément le mieux non plus. Améliorer votre produit en temps réel. Alors bien sûr, si vous êtes Ford, c'est plus difficile d'améliorer. Mais nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et ça crée une dimension communautaire incroyable aux marques. À nouveau, vous écoutez ce que les gens disent, vous répondez à tout. Moi, mon idéal, ce serait qu'on réponde à chaque tweet. Quand je dis ça à mes 3 community evangelistes, ils sont terrorisés. Mais j'aimerais que chaque tweet, chaque personne qui dise « ça, c'est top », on réponde. Merci, c'est sympa, bravo. Quand on vous insulte, on répond aussi. C'est moi qui réponds quand c'est des insultes, souvent. Et ensuite, vous classez ça et puis vous améliorez en temps réel vos produits, si vous pouvez. Si c'est du logiciel, c'est facile, entre guillemets. Nous, on avait mis une version Android dans laquelle on s'est aperçu, grâce à Twitter, en temps réel, qu'il y avait un défaut dans l'heure. 3 heures après, on a renvoyé une nouvelle mise à jour. Et donc, finalement, c'est une sorte de gestion de votre propre marque et entreprise en temps réel. Ce que j'essaie de faire, ce qui n'est pas facile, parce que vous devez aussi pas oublier d'innover. Et ça, ce n'est pas forcément sur Twitter. Mais personne n'a dit à Jobs de faire l'iPad, à nouveau. Mais c'est assez intéressant. Alors, comment vous y faites? Et puis, j'ai bientôt fini parce qu'il faut des questions-réponses. Comment vous faites? Je vous recommande vraiment de le faire en interne d'abord. C'est-à-dire que les risques sont limités. Donc, vous avez toute une série d'outils qui existent. Et donc, il y a Yammer, il y a Status.net, il y a Blue Kiwi qui est en France qui fait ça aussi. Et puis, Google Buzz, qui va avoir une offre entreprise. Puis il y en a d'autres, hein, c'est un des exemples. En gros, c'est un espèce de Twitter interne où les gens disent ce qu'ils font. Nous, on l'utilise avec Salesforce.
donc toute mon équipe BizDev de 3 personnes, qui est colossale, communique. En gros, on dit, donc si j'ai un coup de fil avec Hervé et qu'il y a une opportunité de business, je vais laisser un message interne pour mon entreprise et puis tout le monde peut le lire. Et c'est assez intéressant. Vous allez me dire, c'est comme un intranet, oui, c'est la même chose, mais c'est assez intéressant d'essayer comme ça en interne. Créer une présence dans tous les réseaux sociaux et pas de pollution. Donc la pollution, c'est de mettre un @reply sur Facebook. Par exemple, ça ne fait pas de sens. Je vous recommande absolument de créer une page Facebook, un compte Twitter, une chaîne YouTube. Les gens n'y pensent pas. Alors pourquoi YouTube? J'ai rien contre Dailymotion, mais il y a une caractéristique de YouTube, c'est qu'il est, ou les sites de TF1, mais c'est que c'est très bien référencé dans Google, forcément. C'est-à-dire quand vous faites une recherche, en général les vidéos de YouTube arrivent au-dessus des vidéos des autres services en général. Et donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à le recommander, mais il n'y a pas que bien sûr. LinkedIn a maintenant des pages d'entreprise aussi. Et Google Buzz, la plupart des gens, donc si vous ne connaissez pas, la plupart des gens ont tendance à dire « Ah mais ça ne décolle pas », donc c'est le Twitter de Google. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le montre. Ah ben non, je ne peux pas, je fais attention, j'ai un clavier AZERTY, à chaque fois je fais n'importe quoi. Mais c'est en gros le même principe que Twitter, avec du Facebook dedans. C'est-à-dire que vous avez des commentaires sur les mises à jour sur Google Buzz. Et sincèrement, il y a un phénomène aux États-Unis d'influenceurs qui passent sur Buzz. Parce qu'il y a quelques petites choses qu'ils n'ont pas aimées sur Twitter récemment. Il y a toute la communication autour de la confidentialité sur Facebook. Et donc certains commencent à migrer. C'est tout petit pour l'instant. Mais travaillant de manière très proche avec Google, je pense qu'ils vont être… en gros, s'ils se plantent, ils vont être obligés de racheter Twitter. Ça va leur coûter assez cher. Donc de toute façon, ils sont obligés de réussir sur les réseaux sociaux parce que c'est un nouveau challenge pour eux. Moi, je le négligerai pas. Sur Facebook, j'en ai un peu parlé. J'aime bien cette photo parce que c'était à la conférence avec Zuck et il y a ma boîte derrière. Mais donc, pourquoi l'un ou l'autre, donc privé, public, la limite entre la frontière entre Facebook et Twitter est en train de disparaître. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour l'instant, sincèrement, je ne vois pas encore Facebook comme source d'actualité, y compris comme source d'actualité pour vos marques. Allez dans Facebook Search, tapez Orange dedans, au hasard, ou tapez le nom d'une marque. Vous allez voir qu'il y a assez peu de mises à jour publiques que vous pouvez chercher, donc, de ce que les gens disent d'une marque ou d'actualité sur Facebook. Assez peu. Alors que sur Twitter, c'est très important. Donc, malgré la taille de Facebook, je pense qu'il y a un vrai challenge qui existe et je pense que ça va exploser en France aussi. Je ne vois pas pourquoi, mais on verra. Et donc, c'est plus une source d'actu, plus une conversation entre amis. Ensuite, je voulais vous parler de quelques petites choses que vous pouvez utiliser. Donc Foursquare, je sais qu'il y a des équivalents en français ou Gowalla. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Je pense qu'il faut l'utiliser. Donc si vous êtes une marque qui a des endroits, si vous êtes Starbucks ou si vous êtes créez des endroits, créez des incentives pour les gens qui viennent le plus, utilisez ce phénomène-là. Moi, mon pronostic, c'est que j'adore Foursquare, mais qu'à mon avis, quand Facebook va l'intégrer, ça va devenir plus un accessoire, mais on va voir. Je pense que la localisation va être énorme, mais plutôt intégrée dans Facebook ou Twitter, parce qu'un service de plus, c'est difficile. Et alors 2 services de plus, c'est difficile. Mesurez le nombre d'interactions, ne mesurez pas le nombre de followers. Donc là, je vous ai mis les boutons. Si vous n'avez pas ces boutons-là sur votre site, mettez-les vite fait, parce que donc vous avez le share sur Facebook ou le like. Si vous voulez un bon exemple de ça, allez sur levi.com, les jeans. Ils ont mis ça partout. Et donc, vous avez les gens qui mettent quel jean ils aiment. Et évidemment, à chaque fois que quelqu'un like quelque chose, ça partage sur Facebook. Donc ça, je vous recommande de le faire si vous avez bien sûr pas peur de dépendre de trop de Facebook. Le retweet sur Twitter. Et puis le petit nouveau, le buzz. Donc ça, c'est un post de Mashable que j'ai piqué hier, les boutons dessus. Et vous voyez d'ailleurs que souvent, les tweets sont 3 fois supérieurs à Facebook et buzz qui démarre tout juste. Et les boutons dig, les gens les ont enlevés. Donc il y a un vrai phénomène là, hein. Mais certaines notes vont plus sur Facebook, c'est assez intéressant de regarder ça. J'ai presque fini Geneviève. Autre chose qui est intéressante ici, c'est Meetup qui a lancé ça. Alors il y a 2-3 qui ont fait. Vous dites quels sont vos fans
vous dites à vos fans de se positionner sur une carte et de faire un petit événement. Donc là, c'est Seth Godin, dont je suis fan moi-même, qui a dit, bah voilà, en gros, si vous aimez mes bouquins, dites-le sur une carte où vous êtes. Et en 24 heures ou en 2 jours, il y a eu comme ça 779 meet-up qui se sont positionnés. Ce n'est pas nouveau non plus, mais c'est amplifié par Twitter et Facebook. Et ça donne un caractère global. J'essaie là de vous donner quelques petites idées. Autre chose qui vous permet de vous rapprocher de vos fans, c'est Formspring, qui est en très forte croissance. C'est un site de questions-réponses. Le principe est enfantin. Formspring.me, c'est l'adresse. Et vous allez et vous dites aux gens, moi, pendant 1 heure, je vais répondre à n'importe quelle question. Je l'ai fait, c'est assez marrant. C'est la mienne. D'ailleurs, là, il y en a une personne qui m'a demandé what drives you crazy about living in the US, qu'est-ce qui vous rend dingue de vivre aux États-Unis. C'est un site très très forte croissance, tout bête, pourtant c'est très vieux, hein, le principe des questions-réponses, mais ça explose à nouveau avec Twitter et Facebook. Il y a plein de choses qui ne marchaient pas trop, en gros, qui explosent maintenant avec Twitter et Facebook. Et donc, si vous dites, moi, si vous voulez être cool, vous me dites, moi, je vais répondre pendant 1 heure à toutes les questions, vous demandez ce que vous voulez. Et les RP, vous les laissez un peu plus loin, et vous répondez, et ça marche pas mal. Oubliez à nouveau le 1 million de followers. Il y a un article qui est là, dont le lien est en bas, qui a fait l'objet ensuite du livre de Seth Godin, Tribe, qui montre qu'il vous faut juste 1000 fans, 1000 vrais fans, plutôt que 1 million ou 100 000 ou 10 000 followers. C'est-à-dire que si vous êtes une marque et que vous avez 1000 fans qui sont vraiment dédiés, qui vous aident, qui aiment vos produits, qui en parlent, c'est à eux qu'il faut parler. Et nous, on a vraiment essayé de faire ça. On a en gros des cercles concentriques, c'est ce que j'ai fait là, avec l'Internet, vos utilisateurs, ensuite vos clients. Dans vos clients, vous avez les vrais fans. Et ceux-là, nous, dans notre cas, ils voudraient qu'on leur envoie un mail tous les jours. Avec tout ce qu'on fait, on leur envoie des produits cassés. On n'a pas encore fini sur BlackBerry, on leur envoie, ils l'essaient, ils testent, ils nous donnent… Bon, et ça, c'est vraiment à eux qu'il faut identifier et parler le plus. Soyez authentiques. Je me suis mis là parce que j'ai l'air particulièrement ridicule. Mais faire des vidéos comme à la maison, eh bien, c'est souvent pas assez utilisé. Ma chaîne YouTube a eu 2 millions de vues. Et quand je lance un produit, je le fais en vidéo. J'ai vraiment l'air très, très ridicule. Mais il y a quelques milliers de personnes qui sont en général les fans dont je parlais, pas de moi, hein, de mon produit en général, qui regardent et ça a un très bon succès. Parce que ça vous montre sous votre vrai jour et comme vous êtes et avec un accent anglais ridicule et tout ça. Le contenu, il ne faut pas que ce soit comme un communiqué de presse. Ça, c'est difficile pour une marque, j'en ai bien conscience. Mais il faut que ce soit… on a envie, c'est ça qui est nouveau avec Twitter en public, c'est qu'on a envie de rencontrer, on a envie de parler au chef de produit. On a envie de savoir qui est derrière. On a envie de dire le salon machin chez Air France dans tel aéroport, il y a ça qui ne va pas et on a envie qu'Air France c'est un exemple, hein, nous réponde sur Twitter. Les marques le font de plus en plus. Et moi, j'ai tendance à ne choisir que les marques dont je sais qu'elles répondent en public. Peu importe Twitter, oubliez Twitter, c'est juste le meilleur outil aujourd'hui. Mais si je sais que la marque me répond, je suis rassuré. Parce que je sais que je peux leur parler et je sais que je peux avoir un contact direct avec elles sans passer par des call centers et ainsi de suite. Et puis du contenu différent. Travailler en public, pour l'anecdote, cette présentation, j'ai fait un tweet en disant je vais faire une présentation pour une fois sur laquelle j'aimerais bien faire un truc un peu mieux que d'habitude, c'est-à-dire des slides merdiques. Et j'ai tweeté est-ce que quelqu'un connaît un service où on envoie des slides merdiques et on reçoit des beaux slides. Et je ne connaissais pas, il y a une agence à New York qui s'appelle